Bienvenue dans la deuxième partie de ce débat. Je vous présente à nouveau mes invités. Patrick Martin-Genier, bonsoir, enseignant à Sciences Po Paris en droit public européen, spécialiste des questions européennes. Robert Rochefort, bonsoir. Vous êtes eurodéputé, vice-président du MoDem, vice-président de la commission marché intérieur et protection des consommateurs. En face de vous, Jacques Nikonov, bonsoir. Rebonsoir. Professeur associé à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, président du Parti de la démondialisation, candidat à la présidentielle française. À vos côtés, Laurent Varlouzet, bonsoir, vous êtes historien de la construction européenne, maître de conférence en histoire à l'Université d'Artois à Arras. Nous en étions à ce débat vif et enflammé. On va, pour rentrer à nouveau dans le vif du sujet, écouter peut-être un échantillon d'électeurs britanniques appelés donc à se prononcer jusqu'à ce soir 22h. Et vous allez le voir, l'issue de ce scrutin n'est pas tranchée. Écoutez. C'est, je dirais, le jour le plus important depuis 20 ans, au moins pour le Royaume-Uni. Et les conséquences économiques d'une sortie de l'Union européenne sont énormes, donc je vote pour rester. Je trouve qu'il y a un manque de démocratie dans l'Union européenne, que les décisions sont prises à un niveau bien trop éloigné des citoyens lambda de l'Union, donc je vote pour en sortir. Je pense que c'est une question très compliquée et qu'on n'a pas eu assez de temps pour regarder tous les détails. Donc la réponse à donner ne coule pas de source. On est beaucoup plus dans l'émotionnel, ce qui est toujours difficile. C'est la seule chose que j'ai à dire. C'est une campagne sans fait concret. Je vote pour quitter l'Europe. Les immigrés sont trop nombreux ici pour vivre décemment. Ce n'est ni bien ni juste pour eux. Je vous dis ça, je suis moi-même un immigré. Qu'est-ce que vous avez voté ? Pour rester dans l'Europe, je pense que c'est arrogant d'imaginer que le Royaume-Uni peut faire sans les autres. Moi, je veux quitter parce que, en fait, je veux garder un peu d'identité. Voilà, on a entendu un peu tout et son contraire dans cet échantillon de réaction et en même temps, ça traduit bien l'état d'esprit des Britanniques aujourd'hui. Laurent Varlouzet, à quelles questions répondaient vraiment ces Britanniques aujourd'hui? On entend un peu tout et n'importe quoi, on nous parle d'immigration, on sait que ça a occupé le cœur de cette campagne, hein, d'un camp comme dans l'autre. À quelles questions ils répondaient aujourd'hui? Je pense que c'est sur la place du Royaume-Uni dans le monde et c'est les Britanniques se sont toujours interrogés sur leur place et qu'ils sont vraiment européens, ou est-ce qu'ils ont une place spéciale à la tête du Commonwealth? Quel rapport ils doivent entretenir aussi avec la globalisation? On voyait le problème de l'immigration. L'immigration, c'est une richesse. Pour certains, c'est une menace. Et donc voilà, c'est à cette question que doivent répondre les Britanniques. Quelle est leur place dans le monde? Quelle est leur place en Europe? Est-ce qu'ils ont encore les moyens, comme on le disait tout à l'heure, d'être une puissance, une île indépendante? Ou est-ce qu'ils doivent avoir leur avenir dans l'Union européenne ou dans une autre forme d'Europe? Là, je rejoins M. Nikonov pour dire qu'il y a peut-être possibilité d'organiser d'autres associations de la Grande-Bretagne avec les pays d'Europe continentale, par exemple sur le modèle de ce qu'a fait la Norvège ou la Suisse, mais ce serait très compliqué en tout cas. Un Brexit serait une bonne chose pour l'Union européenne demain? Ça aurait le mérite de remuer les puces je dirais que s'il y a pays membres, s'il y a des leaders qui sont capables de relancer l'Europe sur des bases à la fois consensuelles et ambitieuses, oui, ça peut être une bonne chose, mais ça crée en fait de l'incertitude. Et donc dans cette incertitude, il faut savoir si on aura des hommes politiques, des femmes politiques capables de saisir le moment, l'opportunité pour lancer l'Europe. Puisque l'Europe, la construction européenne, mais aussi d'autres initiatives précédentes, internationales importantes, ont été prises aussi dans des moments de crise. Quand Robert Schuman a lancé son discours, c'était en 1950, la France était en reconstruction, la guerre froide, on avait peur de l'URSS, pour une manière, c'était la perception qu'il y avait à l'époque, il y avait des guerres de décolonisation, il y avait la crise du logement, l'abbé Pierre en 1954, donc c'est pas la première fois qu'on est en crise, c'est pas la première fois qu'il y a une crise européenne, et donc est-ce qu'on aura des leaders capables de répondre à cette crise en cas de Brexit? C'est un petit peu la grande question. Moi, je voudrais rebondir sur ce que dit mon voisin. Il a cité la Norvège et la Suisse. Je pense que c'est un excellent exemple parce que ces deux pays ne sont pas dans l'Union européenne. Ils sont dans l'Europe, évidemment, mais pas dans l'Union européenne. Et ils sont parfaitement souverains. Ce sont les Suisses et les Norvégiens qui décident de ce qui se fait dans leur pays. Mais parallèlement, il y a des accords avec l'Union européenne. Il y a des accords multilatéraux, des accords bilatéraux. Et je pense un des mensonges qui a été développé par les partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, c'est de faire croire que la sortie éventuelle du Royaume-Uni provoquerait un cataclysme. Mais il ne se passera rien.
il ne se passera strictement rien, sauf deux petites choses, à mon avis. La première, c'est probablement une chute de la livre, et la deuxième, c'est probablement un peu de chahut sur les marchés financiers. Prenons la livre. La livre, probablement, va baisser. Mais est-ce une mauvaise chose pour tout le monde que la livre baisse? Pas du tout. C'est très bon pour les exportations britanniques. Que la livre baisse, ça va être un coup de fouet aux exportations britanniques. C'est l'évidence, c'est le phénomène classique que l'on observe quand une monnaie baisse. Donc ça n'est pas un cataclysme pour les Britanniques. Évidemment, pour les pays comme la France, le fait de voir que les prix des marchandises importées du Royaume-Uni augmentent posera un problème. Mais finalement, c'est plutôt salutaire parce que, d'abord, la balance commerciale britannique est déficitaire vis-à-vis de la France. Ce n'est pas une situation normale. Il faut tendre vers l'équilibre. Et deuxièmement, ce sera le moyen pour les Français, aux entrepreneurs, à les obliger de reconquérir le marché. Robert Rochefort, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a en même temps que ce débat a lieu, des tweetos qui réagissent. Et on a ce tweet, on va peut-être le voir, en quittant l'Union européenne, les Britanniques, ils risquent de s'isoler. Cet isolement va entraîner à l'avenir des conflits internes. Ça, c'est un tweetos qui s'inquiète du scénario Brexit, évidemment. Parce qu'ils vont devenir plus faibles. On peut déconstruire tout ce qui vient d'être dit. Juste prendre un exemple. Vous êtes spécialisé à la déconstruction de ce que je dis. Je vais demander un droit de réponse. Alors, si vous voulez, je ne vais pas vous répondre et je vais parler des choses qui sont plus importantes. Les choses qui sont plus importantes, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'il y ait Brexit ou qu'il n'y ait pas Brexit. Si il y a Brexit, je crois qu'il faudra, moi je le dis, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faudra se venger, qu'il faudra punir les Anglais, il faudra trouver un autre type de consensus avec les Anglais. Il faudra en revanche que l'Europe continentale, puisque les Anglais ne seront jamais été dans le continent, soit capable de se renforcer. Mais s'il n'y a pas Brexit, il faudra aussi que cette Europe continentale arrive à se renforcer. Et on a dit à juste titre que, comme ça a été le cas avec Schuman ou avec Jean Monnet, l'Europe a besoin aujourd'hui de leaders qui soient des hommes d'État, et je crois qu'elle n'en a pas. Je crois qu'elle n'a pas de responsables politiques qui soient capables... Je vous en prie, si vous croyez que vous êtes un leader crédible, libre à vous. La vraie question, c'est l'Europe n'a jamais été capable d'avancer sans que le couple franco-allemand soit puissant et soit fort. Giscard d'Estaing... En l'occurrence, il est assez silencieux, ce couple franco-allemand en ce moment. Aujourd'hui, il est dramatiquement faible. Alors, est-ce que, je ne veux pas faire d'attaque personnelle, est-ce que c'est lié au fait que les personnes qui sont aujourd'hui dans ces postes-là... Il y a des enjeux politiques, il y a des échéances électorales qui arrivent. Bien que je trouve que Mme Merkel, en particulier sur la question des migrants et des réfugiés, a eu une parole historique qui a sauvé l'honneur de l'Europe. Vous avez raison, dans 1 an et quelques mois, il y aura un nouveau président de la République en France et il y aura un nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière en Allemagne. Il leur appartiendra d'être au rendez-vous de l'histoire, comme Mitterrand d'ailleurs et Kohl l'ont été avec la question de l'euro. Il leur appartiendra de faire... Ils l'ont été. Ceux qui seront élus dans 1 an, je pense qu'ils auront effectivement de nouveau un rôle historique. Non, aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas pour de multiples raisons, et en particulier parce que nous n'avons pas confiance l'un dans l'autre. Les Allemands considèrent que nous ne faisons pas les réformes qu'il faut, et que nous avons bénéficié de l'euro en passager un peu clandestin, et les Français considèrent que, d'une certaine façon, ils ont un complexe d'infériorité, ils ont le sentiment que les Allemands leur imposent tout, ce qui n'est pas exact. Moi, je peux vous dire que tous les jours, je vois des collègues allemands et des responsables allemands qui sont très tristes du fait que la France ne soit pas au rendez-vous, et qui considèrent, parce qu'ils ont l'histoire, qui est l'histoire du peuple allemand, qu'il n'y a pas d'Europe sans la France. Donc c'est la France et l'Allemagne ensemble. Et il faut effectivement faire ce qu'on appelle cette Europe des cercles, c'est-à-dire cela, puis ensuite la zone euro. Parce que vous savez, si l'Angleterre... Il faut arrêter, il faut faire tourner la parole. Si l'Angleterre, je termine juste une seconde, on n'en a pas dit ça. Si certains en Angleterre veulent sortir, c'est parce que contrairement à ce qu'on croit, ils ont perdu du terrain depuis quelques années. Parce que la zone euro s'est renforcée et les Anglais, en ne voulant pas être dans l'euro, se sont finalement rendus compte que depuis la crise économique, eh bien, ils ont perdu du poids en Europe. Patrick Martin-Génier, ils seraient plus influents, les Britanniques, justement, en dehors de cette zone euro?
Non, je crois que les Britanniques, la Grande-Bretagne est un grand pays, effectivement. Il n'y aurait peut-être pas la catastrophe qu'on a annoncée en cas de Brexit. Mais ce que je veux dire, c'est illusoire de voir, j'entendais une députée conservatrice dire qu'on allait faire l'essentiel du commerce extérieur avec des pays hors Union européenne et que le commerce intra-Union européenne n'était pas l'essentiel. Pour moi, c'est complètement illusoire. Je voudrais revenir 2 minutes sur ce qui a été dit précédemment sur la Norvège. La Norvège, à mon sens, est un mauvais exemple parce qu'elle appartient à l'espace économique européen et dans les faits, ça revient à lui accorder les avantages de 75% des pays de l'Union européenne. Elle décide de rien. Elle décide de rien. Elle est dans l'Union économique européenne. Elle bénéficie. Donc dire qu'elle est complètement souveraine parce qu'elle est en dehors de l'Union européenne, pour moi, ce n'est pas un bon argument. Et elle paye. Et deuxième argument, je dirais que Brexit ou pas, il faudra que nous en tirions toutes les conséquences, et notamment sur le plan politique. Il y a des gens, il y a des parlementaires européens, il y a des gens qui sont fondamentalement européens. Et lorsqu'on voit, il faut prendre les critiques telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent, la Commission européenne fait trop de réglementation, elle va trop loin. Donc il faut essayer de réformer l'Europe et faire, comme le disait l'électrice britannique, essayer de la réformer pour prendre des décisions peut-être au plus près du terrain, et cela nécessite une réflexion. Mais pardonnez-moi, je me mets du côté des partisans du Brexit. Réformer une Europe, ça fait des années qu'on l'entend, ça, et ça n'arrive pas. On la réforme quand même dans un certain sens. On a donné plus de pouvoir au Parlement européen. Pourquoi on n'arrête pas de dire que les décisions se font par des gens qui ne sont pas élus? C'est quand même une fausse idée. On a des parlementaires européens qui contribuent à la rédaction de ce qu'on peut appeler les lois européennes, les règlements, les directives. Et il y a un renforcement des institutions européennes pour justement démocratiser la prise de décision. Et il y a également des organismes tels que le Conseil économique et social qui représentent la société civile. Alors on n'est peut-être pas allé assez loin. C'est pour ça qu'il faut essayer d'aller encore un peu plus loin dans la réforme et la démocratisation des institutions. Laurent Varlouzet, je crois savoir que vous dites que le Brexit ne serait pas un drame s'il intervenait demain. L'Europe à 2 vitesses existe déjà. En fait, c'est toujours le problème de la Norvège, en fait, mais c'est un bon exemple parce que justement, ça montre que c'est compliqué. C'est un peu comme le plan B pour la Constitution européenne, on l'attend toujours. On a l'impression que c'est facile, si on dit non, de renégocier quelque chose qui va être très favorable. Mais effectivement, la Norvège, c'est ce que les Britanniques appellent la fax démocratie. C'est-à-dire que c'est la démocratie, mais ils reçoivent des fax de Bruxelles qui leur disent les normes à adopter, parce qu'ils sont dans le marché unique, mais ils n'ont pas la possibilité de décider sur les normes. Donc du coup, ils n'ont aucune voix au chapitre. En fait, ils sont en dehors de l'Union européenne, mais pour accéder à notre marché, ils sont obligés de suivre nos normes. Donc ça montre bien qu'il y a différentes manières de participer à l'Europe. Il y a aussi le Conseil de l'Europe, qui réunit énormément d'États jusqu'en Azerbaïdjan. Et donc, on peut imaginer des arrangements ad hoc. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas être le chaos, mais ça ne va pas être évident, parce que les Britanniques dépendent de nous aussi. Ils n'ont pas la possibilité de chercher des marchés à l'extérieur, mais ils dépendent quand même de nos marchés. La City aussi profite du fait qu'elle est dans l'Union européenne. Beaucoup d'entreprises non européennes s'installent en Grande-Bretagne pour ensuite venir irriguer le marché européen. Si les Britanniques ne sont plus dans l'Union européenne, ces entreprises ne s'installeront plus, peut-être déménageront. Si je vous suis aujourd'hui, le scénario catastrophe qui a été vanté ces dernières semaines par les partisans du Remain, il n'interviendra pas demain. C'est du flanc tout ça. Le krach boursier, le Royaume-Uni à l'écart, la montée du chômage. Oui. Je crois qu'en fait, le problème, si on rentre un petit peu dans les détails, c'est que si les Britanniques disent non, on ne va pas les expulser du jour au lendemain. Il y a l'article 50 du traité qui prévoit 2 années de négociations pendant lesquelles les Britanniques... Au moins, il y en a qui disent 10 années. Même. Voilà, alors l'article prévoit 2 ans, mais ça peut être allongé. Ouais. Voilà, et ça peut être allongé. Voilà, pour trouver de nouveaux accords, ça reste d'être plus compliqué. Et pendant ce temps-là, les Britanniques vont rester il y aura un commissaire britannique, il y aura des parlementaires britanniques qui vont rester au Conseil. Donc ce sera très compliqué au débat sur la BBC l'autre jour, négocier. Le président de la HSBC, alors peut-être que c'est pas une bonne référence, excusez-moi, mais qui disait que si on sortait de l'Union européenne, il allait licencier beaucoup de personnes dans sa banque et aller... C'est une menace facile. Bien sûr. Non, mais c'est facile, mais c'est vrai parce que Londres joue sa première place économique et financière. Bien donc sûr, il y aura c'est un paradis fiscal, c'est très bien. Non, c'est pas un paradis fiscal. Mais si la City connaît un peu de chahut sur les marchés, moi je pense que c'est une excellente chose. La City est un paradis fiscal au cœur de l'Union européenne. Donc le fait que ça se déglingue, c'est une excellente chose. Alors pour l'économie réelle, parce que cette situation finalement entrave le développement économique réel. Moi je veux revenir sur la possibilité de réformer l'Europe. On entend régulièrement cette expression, ici même, réformer l'Europe. Mais ça ne veut rien dire, réformer l'Europe. Ce qu'il faut, c'est préciser de quoi on parle. Parce que la question de fond, c'est peut-on ou non inverser
les politiques néolibérales. C'est-à-dire, peut-on ou non modifier l'essence des traités européens? Les traités européens sont d'essence néolibérale, par construction. Et donc, on ne peut pas changer l'essence des traités européens. Le marché unique a créé beaucoup d'emplois. Le marché unique a créé énormément d'emplois. Oui, on voit le résultat. Il faut qu'il y ait la totalité des pays membres d'accord pour modifier les traités européens. On ne voit pas par quel miracle il serait possible qu'ils acceptent d'inverser la logique qui sous-tend l'Union européenne. C'est pour cela qu'il faut aller vers le démantèlement de l'Union européenne, de cette Union européenne-là. On peut aussi construire en faisant l'Europe sociale. Il faut construire autre chose. On ne peut pas bâtir à l'intérieur de ce système-là. Il faut le démanteler. Et l'intérêt du Brexit, c'est précisément l'opportunité qui est offerte de construire une Europe de paix, dégager des préoccupations de l'OTAN, parce que l'Union européenne, c'est quoi finalement ? L'Union européenne, c'est la base économique et productive de l'OTAN. Ça n'est que ça, c'est un instrument de guerre froide. Si on veut la paix, il faut sortir, démanteler l'Union européenne, et c'est l'intérêt de l'action des Britanniques. Sur l'Europe réformée, Robert Rochefort, il a raison, Jacques Nikonov, réformer, ça veut tout et rien dire à la fois. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, réformer l'Europe demain ? Pour moi, c'est très simple. Ça veut dire se dire qu'il y a quand même quelque chose que nous avons considérablement réussi, c'est l'euro. Avant qu'il y ait l'euro, en Europe, avant qu'il y ait l'euro, l'Italie, l'Espagne, la France se faisaient la guerre économique. On dévaluait la pesette, on dévaluait la lire, et on pensait que grâce à ça, on créait des miracles. Ce n'était évidemment pas le cas. On a créé une solidarité monétaire. Il faut évidemment que, dans le prolongement de cet euro, nous ayons une politique économique qui soit une politique économique beaucoup plus proche les pays les uns par rapport aux autres. Il faut que nous ayons une politique industrielle en Europe. Regardez, depuis Airbus, depuis Ariane, il n'y a plus de projet industriel. Là, il y a le plan Juncker. Il faut que l'Europe de demain soit au premier rang sur le numérique, sur les biotechnologies, sur les nanotechnologies. Est-ce que vous croyez que la Pologne, est-ce que vous croyez que le Portugal, est-ce que vous croyez que l'Italie ou même la France tout seul sont capables de faire face à ces défis? Quand vous avez, par exemple, moi je passe mon temps à Bruxelles à me battre contre Google. Google qui est en train de coloniser le monde complètement. Et je peux vous dire que quand vous êtes un parlementaire français et que vous heurtez... Attendez, vous permettez... Oui, allez-y, finissez votre idée et vous réagirez sur l'euro. Quand un parlementaire français se bat contre Google, Google s'en moque. Parce que la France, c'est un marché de petite taille. Quand le Parlement européen ou quand la commissaire à la concurrence, Mme Vestager, commence à dire à Google « Attendez, vous êtes en train de considérer l'Europe comme une sorte de colonie pour vous », je peux vous dire que Google commence à s'émouvoir. Nous avons pour la première fois, nous les parlementaires européens, nous avons subi des pressions de sénateurs américains il y a 6 mois, parce que la réalité de demain, c'est ça. Non, c'est ça la réforme. Non, la réforme, une réponse sur l'euro. Une réponse sur l'euro. Sur l'euro, non. Moi, je pense que l'évidence est sous nos yeux. La zone euro est la zone la plus médiocre du monde en termes de développement économique, en termes de croissance économique, en termes d'emploi, en termes de précarité. La plus mauvaise du monde. La solidarité entre les pays à l'intérieur de la zone euro, mais il n'y a qu'à voir l'exemple caricatural des relations entre la Grèce, l'Allemagne et le reste de l'Union européenne. Où est la solidarité ? Laurent Varlouzet, je vous vois froncer les sourcils. Je vous donne la parole. Ça n'est pas possible. Regardez les rapports de change entre l'euro... Jacques Nikonov, s'il vous plaît. Oui, mais laissez la parole aussi je vous demande la même discipline avec M. Rochefort. Voilà, non, juste pour dire que, bon, déjà, les traités, en fait, on peut les interpréter de multiples manières. Hein, et donc, encore une fois, certains Allemands trouvent que l'Europe est trop sociale. On a donné trop d'argent à la Grèce. Il y a aussi l'aspect dont on n'a pas parlé, c'est l'égalité salariale homme-femme qui a beaucoup progressé avec l'intégration européenne. Les normes environnementales, ça se trouve, on aurait beaucoup moins de normes environnementales si on était resté uniquement en France. Alors évidemment, on se plaint des normes, mais bon. Donc l'Union européenne, c'est en fait un mélange de plusieurs interprétations. Il y a des néolibéraux, il y a des libéraux plus classiques, plus sociaux. Il y a des figures aussi plus sociales qui se font peut-être pas assez entendre, mais les traités sont des cadres qu'on peut utiliser d'une manière ou d'une autre.
Hein, c'est ce que je voulais dire. Et c'est pour ça qu'en Grande-Bretagne, encore une fois, certains se plaignent que l'Europe est trop sociale. Patrick Martin-Genier, pour conclure à nouveau, si les Britanniques restaient dans l'Europe, c'est envisagé évidemment. C'est le camp du Remain qui avait l'avantage dans les derniers sondages. Qu'est-ce que ça signifierait pour l'Europe ? Une Europe à la carte, ce serait désormais envisageable ? Disons c'est le risque. À court terme, de toute façon, l'Europe à la carte, on ne l'évitera pas d'une certaine façon. Parce que dans l'accord qui a été négocié entre les chefs d'État et de gouvernement et M. Cameron au mois de février, la Grande-Bretagne a dit « je resterai à l'écart de toute progression sur la voie de l'intégration politique ». Donc, si les Britanniques restent, c'est très bien, mais ça devra nous mettre à nous l'obligation d'aller de l'avant dans une intégration plus grande en matière politique, en matière de défense européenne, et la Grande-Bretagne ne pourra pas éviter ce genre de progression, mais restera à l'écart. Donc ça nous obligera nous-mêmes à essayer de nous demander qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et comment on peut voir l'Europe ensemble dans les années qui viennent. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi puisque vous allez le voir, ce référendum agite également les réseaux sociaux, la toile, on en parle régulièrement. C'est l'heure tout de suite d'un œil sur les médias. Un œil sur les médias avec Myriam Amellal. Bonsoir Myriam. Myriam, un référendum donc qui occupe une grande place sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, qui occupe une grande place sur les réseaux sociaux, sur la blogosphère, mais aussi sur la complosphère. Ah oui, le Brexit n'a pas été épargné par la théorie du complot aujourd'hui. Ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Regardez, c'est très simple, je vais vous montrer le bulletin. Il suffit de cocher sur votre choix « Remain a member of the European Union » ou bien « Leave the European Union ». Donc jusqu'ici, tout va bien. Sauf que pour cocher, il faut un crayon. Et le crayon est fourni dans l'urne par les autorités, donc dans les bureaux de vote. Le complot, c'est que ce crayon est effaçable et que le gouvernement va effacer tous ceux qui ont coché la case « oui » pour le Brexit, donc oui pour le quitter. Ils sont capables de le faire, En tout cas, c'est la théorie du complot du jour sur la complosphère, donc. Et vous avez une déferlante de commentaires des personnes qui y croient sérieusement, puisque des personnes qui disent qu'ils ont voté, mais qu'ils ont peur parce qu'ils ont utilisé le crayon qui était fourni donc, dans l'urne, et puis d'autres qui vous disent qu'il faut à tout prix donc, utiliser son propre crayon. Il y a eu plein de recommandations, donc même un hashtag Use Your Pen, hashtag Use Your Pen, donc utilise ton crayon sur Twitter. Et donc il y a eu toute cette histoire, et puis il y a eu le complot dans le complot, puisqu'attention, certains disent avoir utilisé un stylo, mais ils disent attention, pas le stylo Bic, parce que c'est français, et tout ce qui vient de France est aussi une théorie du complot. Donc vous avez, regardez ce genre de tweets qui sont un peu humoristiques, bien sûr, qui ne sont pas tous sérieux à 100%. The real conspiracy here is that... Voilà, c'est le stylo Bic, created by Bic. Donc voilà, vous avez donc ces tweetos qui disent attention, ça vient de France, donc... il faut s'en méfier. Donc voilà pour ce qui est de la théorie du complot concernant le Brexit aujourd'hui. Vous n'avez pas que des complotistes qui s'expriment sur la toile. Vous avez aussi ceux qui espèrent faire changer d'avis les Anglais. Il y a eu l'opération Croissant, on en a parlé. Et il y a aussi l'opération Bisou, la chaîne du bisou. C'était dimanche. Et c'est de nouveau aujourd'hui, donc beaucoup de personnes se sont embrassées pour essayer de réconcilier, pour éviter le divorce, j'ai envie de dire, entre l'Union européenne et... Vous allez vous embrasser à la fin du débat, c'est ça? En tout cas, on a beaucoup de gens qui sont pris au jeu et qui ont fait ce baiser pour convaincre les Anglais de rester dans l'Union européenne. Alors il y a beaucoup de moyens de tenter de convaincre les Anglais. Il y a eu la peur, on l'a vu, la peur a été beaucoup utilisée dans les deux camps. Et parmi les arguments qui font peur nos amis anglais, c'est le football, la Ligue. Que va-t-il se passer pour la Ligue s'il y a un Brexit? Alors beaucoup parlent de catastrophe, de scénario noir, parce que les joueurs européens ne pourront plus jouer puisqu'il leur faudra un permis de travail. Et ils sont 122 sur 168 concernés. Alors beaucoup de journaux en parlent. Il y a le Huffington Post, il y a le Parisien aussi. Alors c'est très simple, on nous explique toutes les conditions. Quand on n'est pas un joueur issu de la communauté européenne, eh bien, il faut être sélectionné par son équipe nationale.
il faut faire partie des 50 premiers du classement de la FIFA. Il faut avoir joué au moins 45% des matchs en 2 ans de son équipe nationale. Et bien sûr, il faut avoir un permis de travail. Donc, toutes ces conditions vont être réunies. Beaucoup de joueurs français, dont N'Golo, pourraient quitter la Ligue si vraiment on applique le Brexit et s'il n'y a pas d'accord signé entre-temps pour éviter, bien sûr, ce scénario catastrophe. Donc, voilà pour ce qui est du foot comme argument qui fait peur. Mais il y a aussi le foot comme argument qui pourrait séduire. Et c'est un article dans Slate, mais c'est de Bild, le Bild, le journal allemand, qui propose tout simplement aux Anglais, s'ils décident de voter pour ne pas quitter l'Union européenne, d'oublier le but fantôme de 1966, ce fameux but qui n'en était pas un, qui avait permis à l'Angleterre de remporter la Coupe du Monde de 1966. Eh bien, Bild dit qu'il serait prêt à reconnaître que ce but était un vrai but. Et ils disent même que s'il y a une rencontre pendant 7 € entre l'Angleterre et l'Allemagne, eh bien, qui se passerait de leur gardien de but pendant les tirs au but, sachant que statistiquement, les Anglais perdent toujours au tir au but face aux Allemands. Donc, tous ces arguments pour convaincre les Anglais de rester. Et puis, juste, plus le temps, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, vous revenez un peu plus tard pour en parler. En tout cas, l'argument du football, on sait que ça fonctionne bien. On va évidemment continuer à suivre ce référendum qui va se poursuivre jusqu'à 22h, heure locale. Avant de nous quitter, avant de refermer ce Paris Direct, notez que ça y est, c'est fait. La Colombie a paraphé le texte de la paix. Bogota qui a signé avec les FARC à La Havane. Vous découvrez les images ici de ce jour, cet accord, cette signature historique. On y revient évidemment dans nos prochaines éditions. Vous restez avec nous, l'info elle continue sur France 24.